Bonsoir, bonsoir pour cette bienvenue à cette en fait première séance de l'année de livre ouvert. La prochaine aura lieu le 9 juin, je crois. Voilà, cette première séance où on reprend nos bonnes habitudes avec la présentation des livres de nos bibliothécaires préférés, avec aussi un petit moment où vous pourrez faire part de vos coups de cœur ou de vos coups de gueule concernant certains livres astrologie. Et puis, après, ce sera Flavia Giovanelli qui nous présentera son livre paru récemment, Le jeu de la Lune. Mais tout de suite, commençons par la présentation des livres de nos bibliothécaires. Alors, je vais pour cela partager l'écran. Petit clic ici, petit clic là. Voilà, ici. Est-ce que vous voyez? Alors, on voit l'affiche à livre ouvert. L'affiche. Alors voilà, c'est parti? C'est parti, c'est parti. C'est parti. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Donc, on va commencer par un livre qui vient de sortir, Regard astrologique sur la créativité artistique et la création picturale, par Patricia Printemps. Donc, c'est une professionnelle de la pédagogie et c'est aussi une artiste peintre et qui a fait l'école de Josette Beltaloy. Elle est peintre depuis plus de 30 ans, elle expose, elle est connue dans le milieu artistique. Et en fin de compte, le fait d'avoir appris l'astrologie, ça lui a changé le regard. Et d'ailleurs, la page de la couverture, c'est une de ses œuvres. Voilà, donc c'est vraiment un regard. Elle a étudié 7 ans l'astrologie avec Josette, et puis Alfredo Conceição Souza. Et donc, elle mélange dans son livre, vous vous doutez bien, la créativité artistique et puis avec l'astrologie. Et elle prend pas mal d'exemples de peintres aussi. C'est bien détaillé. Alors, je n'ai pas tout lu parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, le début, en revanche, je l'ai vraiment bien lu parce que ça donne déjà l'empreinte du livre. Parce qu'après, on le travaille avec, c'est-à-dire qu'on rentre dans le monde de l'artiste. Voilà, par exemple, là, j'ai Rembrandt, et alors elle travaille, vous voyez, les couples de planètes, elle travaille aussi les éléments, et en même temps, comme elle connaît l'art, elle explique aussi l'histoire de l'art. Donc, il y a vraiment ce mélange d'artistique et d'astrologie. Et ça fait du bien, un peu d'évasion. Enfin, voilà, moi, c'est ce que j'ai aimé vraiment dans ce livre. Tu nous lis un petit passage? Ah, je peux lire un petit passage. Alors, j'avais préparé… Alors, moi, j'ai découvert, peut-être que vous connaissez, vous, le maître de géniture dans le thème d'un artiste. Alors là, je suis arrêtée, c'est au chapitre 3 de ce livre. Elle parle du maître de géniture appelé par les Grecs Ocodespote, qui possède, selon les anciens, tout l'ensemble de la géniture. C'est de lui que chacun des astres reçoit son pouvoir de décision. Il s'agit donc d'une signature astrale qui peut s'avérer être déterminante dans le thème d'un artiste. Selon les écrits de Julius Firmicus Maternus, astrologue romain, donc on remonte au IVe siècle, les anciens calculaient le maître de géniture comme suite. Il observait où se trouvait la lune, en signe à la naissance, et affirmait que le maître de géniture était celui du signe dans lequel elle entrait en second lieu. Ainsi, si la lune se trouvait dans le signe du bélier à la naissance, le maître de géniture était Vénus, maître du taureau, le maître qui suivait. Alors moi, j'ai découvert ça, je voulais vous le partager parce que je ne connaissais pas. Voilà. Donc, Et son prix, Thérèse? Alors, elle l'a édité elle-même. Elle l'a édité elle-même. Il est en vente à la librairie.
et il fait 19,95. Alors, comme elle n'a pas un ISBN de livre, on n'a pas pu le mettre sur notre site. Donc, les personnes qui sont intéressées, il faut qu'ils nous contactent directement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des codes et son ISBN ne commence pas par les codes de livres. Donc, on a eu un souci. Pour l'instant, on n'arrive pas à le mettre sur le site. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'artiste? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît déjà le livre? Et, alors, je ne vois pas tout le monde, mais à première vue, voilà, Elle est récent. Hein. Il est récent, mais l'artiste, elle vit, elle habite à Milly-la-Forêt. C'est la région de Cocteau, ça, non? Ça, je ne sais plus. En tout cas, je trouve que c'est quand même bien de… Ah oui, oui. Déjà, elle a un nom on est dans la bonne saison pour en parler. Exactement, c'est un petit clin d'œil au printemps. C'est déjà ça. Et puis, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'en fait, la notion de créativité artistique, eh ben, c'est un domaine qu'on explore peu souvent en astrologie. Et je suis bien content que quelqu'un ait mis un petit peu le focus sur ce compartiment qui, mine de rien, est important parce que très souvent, dans la maison 9 ou dans nos aspirations supérieures, comme dans la maison 5, il peut y avoir, je veux dire, la créativité artistique, c'est quelque chose qui peut être fondamental. Moi, je pense qu'une vie sans créativité est une vie où il manque quelque chose. D'ailleurs, elle parle même pour la créativité de la maison 12. De la maison 12. Oui, et lui aussi. Mais Ah, oui, oui. il y a vraiment, elle détaille dans chaque thème. En fait, il n'y a vraiment pas des signes particuliers, pas d'éléments particuliers. Il y a vraiment un ensemble dans un thème qui fait que ça donne une pointe artistique créative. C'est vraiment, enfin moi j'ai vraiment découvert pas mal de choses et il me reste encore à découvrir parce que c'est dense quand même. Ah. Donc, c'est-à-dire que c'est un livre, parce que il y a les petites catégories, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment pour un débutant. On est plutôt dans la personne qui s'y connaît un peu, voire initiée. Voilà, ou alors qui a déjà des bases, mais c'est un livre, vous savez, qui en même temps, on pose le thème, on apprend le thème en même temps qu'on lit le livre. Et ça c'est à la lecture. Et ça, c'est vraiment riche parce qu'en même temps, ça peut nous éveiller aussi à d'autres perceptions. Et est-ce que dans ce livre, par exemple, on a des clés pour, à partir de la lecture d'un thème, pour voir dans quel domaine artistique, par exemple, la personne va pouvoir s'épanouir le mieux? Ah, oui. Bon, ça, c'est sûr que il y a le Soleil, il y a Vénus, il y a la maison 5, mais il y a les éléments aussi. Et alors, elle décrit aussi les peintures suivant les planètes. Si on a une dominante de Pluton, bon, ben, les peintures vont être plus rouges, noires, assez sombres, vous voyez, assez tourmentées, on le voit. Donc, elle décrit, et c'est là où on voit qu'elle a le côté pédagogique et la connaissance de l'art. Et c'est ça qui est aussi très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, quand on voit l'œuvre de l'artiste, on peut savoir à peu près, avoir une idée de la planète dominante de son thème. On peut s'amuser à rechercher la planète, la dominante. Voilà. Exactement. Un petit peu comme quand on voit certaines morphologies physiques. Là, quand on voit un certain style artistique, on peut voir quelle est la dominante planétaire. Voilà, on peut s'amuser. C'est vraiment ludique, hein. C'est sérieux et c'est ludique. Et donc, c'est très plaisant. Ben moi, je dis que pour ce prix-là, ce n'est pas la peine de se priver. Alors, ce serait dommage de s'en priver, franchement. Alors, le livre suivant, c'est aussi une réédition qui est paru au premier trimestre. Ah non, c'est pas celui-là, Marc, mais c'est pas grave. C'est Histoire de l'astrologie. Voilà. C'est un livre qui a été réédité dans le premier trimestre 2023 et distribué par DG Diffusion. Donc, l'auteur, Serge Hutin, c'est un docteur en lettres, diplômé d'études supérieures de philosophie. Et puis, il a surtout le domaine de l'ésotérisme dont il met l'astrologie
Dans ce livre, vraiment, le lien, quand il parle de l'histoire de l'astrologie, on trouve vraiment les fondements, et son livre est décomposé en 3 parties. Vraiment, la première partie où on retrouve les symboles des signes, des planètes, le lien avec vraiment l'astronomie. La deuxième partie, il va faire le lien de l'astrologie à travers les pays et puis les siècles. Donc, il y a vraiment, je dirais, on parle des rois mages, on parle de Kepler, on parle de la Renaissance. Il a fait tout un travail, en fin de compte, de recherche et de montrer que même à travers l'histoire, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a l'empreinte de l'astrologie et pas de façon farfelue. Il a vraiment fait des liens. Et puis, c'est un monsieur. Alors, il est décédé. Hein, aujourd'hui, il est décédé. Il est né le 2 avril 1929. Il est décédé en 97 à 68 ans. Mais il a fait beaucoup d'articles sur l'ésotérisme et c'est surtout pédagogique. C'est pas pour enfoncer, c'est pas pour pointer du doigt. À chaque fois, c'est vraiment son travail. Et on retrouve cette empreinte à travers le livre, c'est vraiment de montrer qu'il y a des liens, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on s'intéresse et qu'on peut faire des liens et puis d'utiliser aussi. Il y a vraiment, il est facile à lire, donc c'est pour débutants. Et la troisième partie, on parle plus de bilan, comment aujourd'hui on peut utiliser l'astrologie, que ça se développe. Il y a vraiment, je dirais, il est agréable. Alors, pour ceux qui ont des problèmes de vue, c'est des gros caractères, donc c'est aussi agréable. C'est pas un livre de poche. Donc, il y a ça aussi qui est, je dirais, bien. Et puis, je vais vous lire. Donc, là, par exemple, à travers l'Égypte, donc il dit « Si la Babylonie est en vue, classiquement, comme la patrie d'origine par excellence de la divination astrologique, ce privilège d'antériorité devrait être partagé en bonne justice avec un autre pays de très vieille civilisation méditerranéenne, l'Égypte qui va maintenant retenir notre attention. » Donc, il explique à travers tous les pays, les siècles, vraiment l'utilisation de l'astrologie. Il parle aussi de l'Italie, où on trouve vraiment beaucoup d'empreintes de l'astrologie. Le roi Soleil, Versailles. Il y a vraiment ce lien entre même, je dirais, l'histoire, la culture et le position de l'astrologie. C'est pour ça que sa couverture est d'ailleurs très belle. On voit un fond de ciel bleu avec un zodiaque et puis des étoiles. Donc, il y a vraiment, je dirais, on plonge dans ce que peut nous apporter le zodiaque. Et il fait 24 euros. Alors, je ne sais pas si certaines personnes l'ont déjà eu en main ou… Il est récent. Hein, oui. Alors, la réédition est récente, mais dans le livre, il n'est pas noté sa première édition. C'est vrai que la couverture est très belle. Hein. Oui, franchement, c'est une balade et c'est bien de voir aussi, d'avoir un socle que l'astrologie ne nous est pas tombée comme ça du jour au lendemain. Il y a même le lien avec les rois mages, donc vraiment on a fait des recherches, que voilà, il y a le lien entre le ciel, l'astronomie, l'astrologie, et que ça découle, et son évolution. Donc, alors, l'astrologie, on le sait, elle a traversé les siècles et les millénaires. Est-ce que, grâce à ce livre, on a une piste de réponse sur pourquoi, justement, l'astrologie, elle continue à être toujours au cœur de la vie du quotidien de chacun? Il dit qu'il y a une fascination, qu'il y a toujours un lien, voilà, de lever les yeux au ciel, il y a un effet magique, voilà, et que à travers les siècles, même si elle a eu des phases un peu plus difficiles, elle est toujours là, quoi. Donc c'est ça je dirais, son travail et sa résultante avec ce livre. Mais moi, je trouve que ce livre, c'est bien parce que nous, des fois, dans la librairie, on nous pose des questions, d'où ça vient, comment on peut faire.
et d'avoir un livre comme ça sur l'histoire des fondements, des bases de l'astrologie, ça peut aussi resituer. Et on peut voir que, quel que soit le pays, l'astrologie fait partie d'un pays, d'une histoire, d'un siècle. Et je trouve ça que c'est une bonne référence. Oui. De toute façon, je pense que toute initiation à l'astrologie passe à un moment, de préférence au début, à l'histoire de l'astrologie. C'est-à-dire que comment, je veux dire que tout le chemin parcouru par l'astrologie, avant d'en arriver là maintenant, quoi, hein, ça me paraît important, ce parcours. Tout à fait. Puis le fait qu'il est réédité, c'est aussi, ça montre bien qu'on a besoin de base, qu'on a besoin de se référencer à quelque chose. Le fait qu'il ait été réédité, c'est plutôt une bonne chose parce que les maisons d'édition sont plutôt radines, si j'ose dire, en termes de réédition, surtout dans le domaine de l'astrologie. Donc, le fait qu'ils aient réédité ce bouquin, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose, il y avait une demande, il y avait un intérêt, il y avait quelque chose, quoi. Bien sûr. Et puis bon, il a quand même, je dirais, c'est quand même un monsieur qui a fait des études, docteur en lettres, diplômé d'études supérieures de philosophie. Donc, on a quand même, à la Sorbonne, donc on a quand même un socle, quoi, je veux dire. Donc, pourquoi un intérêt donc, de montrer aussi que l'astrologie fait parcours de l'humanité, fait partie de l'humanité. Sur un sujet comme d'épistémologie, je veux dire, j'imagine que c'est pas le mec qui a regardé trois tutos sur YouTube qui peut aborder le sujet. Non, on le sent qu'il y a quand même de la recherche. On sent dans le livre qu'il y a beaucoup de recherche. Oui, on se doute qu'il y a quand même beaucoup de fouilles, beaucoup de sources. Hein, c'est très intéressant là-dedans. Oui, je me permets de poser une question, à savoir, est-ce qu'il y a un lien entre les signes et les mythologies en fonction des pays, ou c'est globalement je dirais, la mythologie grecque qui l'emporte? Non, là, Non, il parle de tous les pays et le lien à l'astrologie. Au début, il décrit, je dirais, la base des signes, la base des planètes, mais après, il montre, par rapport à l'histoire, la place de l'astrologie, sans rentrer après dans la mythologie, dans la détermination grecque. C'est vraiment la place de l'astrologie par rapport au pays. Oui, la place de l'astrologie, pas forcément la couleur de l'astrologie. Oui, voilà. Mais de dire que quel que soit, je dirais, le pays et le siècle, elle est là. On parle de l'Inde, on parle de l'Égypte. À mon avis, elle est là pour encore un petit bout de temps. Tout à fait. Même si parfois elle est malmenée et controversée. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il parle des périodes des fluctuations? Parce que l'astrologie a connu des hauts et des bas. Il parle justement… à la Renaissance, probablement. Voilà. Il parle, attendez, j'ai vu, il y a un siècle où… le XVIIIe siècle, il met un siècle sceptique au niveau de l'astrologie. Il parle de survivance de l'astrologie. Le XIXe siècle, il parle de survivance de l'astrologie. Le réveil de l'astrologie aussi. Oui. Le XXe siècle, il parle de l'immense essor populaire de l'astrologie. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Régine dit que c'est peut-être un livre que tout astrologue devrait lire. Moi, j'ai trouvé la lecture agréable. Franchement, ça repositionne. De toute façon, à partir du moment où on dit des choses intéressantes, mais de manière accessible et pédagogique, c'est toujours précieux. Voilà. Ça resitue, en fait, ça resitue. OK. Alors, quel est le livre suivant? Pluton. On pouvait pas… On va passer plutôt à Pluton. Voilà. Alors, ce n'est pas un livre récent, mais qui est toujours dans l'actualité, donc de Jeff Green, il est américain. Moi, j'ai été chercher sa biographie dans la préface du livre, qui a été faite par Steven Forrest. Voilà, donc j'ai pris un petit peu des bribes parce qu'il y a plusieurs pages qu'il présente. Donc, Pluton, les métamorphoses nécessaires aux éditions de Janus. Et puis, il coûte 25 €. Il a été traduit, bien sûr, de l'américain par Morgan Eman. Alors,
Jeffrey Wolf Green, il a été initié à certains mystères du sud-ouest des États-Unis. Il a vécu également dans des monastères bouddhistes en Asie. Il est d'ailleurs un des seuls auteurs en astrologie à centrer son travail sur la dimension profonde de Pluton. Son expérience marine, également lors de la terrible guerre du Vietnam, l'a plongé au cœur de l'ombre humaine à un niveau qui dépasse ce que peuvent imaginer la plupart d'entre nous. Jeffrey est un mystique dont la spiritualité a été mise à l'épreuve. Son œuvre est radicale, originale, pénétrante, et il écrit pour des individus. Alors, ça, c'est Stephen Forrest qui dit, intelligent, moderne, pour des êtres humains qui ont un cœur et qui se battent avec les réalités du chemin sur la voie de l'évolution. Alors, Jeffrey, il est né le 2 décembre 1946. Donc, j'ai trouvé son thème. Il est Soleil, Mars, Sagittaire, ascendant Scorpion, et à l'ascendant, il a Jupiter, Vénus, Mercure. Donc, son livre, je ne vais pas vous mentir, il est très dense en lecture. Ce n'est pas vraiment pour un débutant, c'est vraiment pour quelqu'un déjà qui se passionne pour l'astrologie. Il est dense, intense, faut reprendre sa respiration. On ne peut pas le lire d'un trait, mais c'est un livre qu'on reprend régulièrement. Et toujours aussi avec la question « Pourquoi suis-je ici ?» Quelles leçons suis-je venu apprendre? Aussi bien à l'échelle de l'individu, mais aussi celle du collectif, puisque Pluton est quand même une planète collective. Et alors lui aussi, dans un paragraphe du livre, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il nous conseillait de prendre notre temps de le lire lentement pour sentir les idées et surtout les méditer. Donc, ça fait aussi un petit clin d'œil, alors il était avant-gardiste probablement, mais un petit clin d'œil avec ce Pluton qui est sur le 0 degré Verseau, là, hein, qui est quand même sous maîtrise d'Uranus, donc qui peut nous éveiller, nous faire exploser à d'autres choses. Mais voilà, sans rentrer dans trop de détails. Donc, lui, il met Uranus, l'inconscient individuel, il travaille Neptune, l'inconscient collectif, et pour Pluton, il travaille l'âme elle-même, qui est dotée d'un ego, et l'ego représenté par la Lune. Et il parle aussi de la Lune de Pluton, qui est Charon. Il y a énormément de choses. Alors, je vais juste vous lire, parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, on avait Pluton en aspect à Mercure. Donc, ça peut être… Voilà, donc je vais vous lire quelques lignes. Comme ça, vous aurez un peu l'intensité du livre. En général, les contacts Pluton-Mercure ont entraîné par le passé un certain nombre de confrontations intellectuelles qui ont permis à l'individu de reformuler, de transformer, d'élargir ses idées trop fixes et trop rigides. Les individus qui ont cet aspect ont lié une grande part de leur sécurité émotionnelle et de leur stabilité à leur capacité à se faire une organisation intellectuelle de la réalité qui soit en accord avec leurs croyances et leurs valeurs les plus profondes. Leur sécurité émotionnelle étant liée à un intense pouvoir d'organisation intellectuelle, ces individus ont tendance à maintenir leurs idées contre vents et marées et à être sur la défensive à leurs propos. Changer une idée, reconsidérer quelque chose sous un autre jour, c'est risquer l'insécurité émotionnelle et l'impuissance, etc., etc. Je pense que ça peut faire écho à ce que nous vivons quand même. Visiblement, c'est un livre qui se lit à petite gorgée, si j'ose dire. Ah oui, oui, ça vraiment, parce que c'est un livre qui a été édité en 2006, donc et vraiment, il n'y en a pas beaucoup sur Pluton. Hein. Officiellement. Voilà. Après, il y a peut-être des écrits, des articles, mais vraiment un livre. Alors bien sûr, vous avez l'histoire de Pluton, il présente Pluton dans les maisons,
il présente Pluton en aspect. Voilà, Une approche complète. Ah oui, oui, et puis dedans, il y a aussi, vous voyez, je vais vous faire voir, il y a des graphiques, parce qu'il y a des exemples, des petits dessins, en même temps. Alors, bien sûr, je ne vais pas le trouver, c'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Voilà, vous voyez, voilà, il explique par le dessin, voilà, comme ça aide à la lecture aussi, à la compréhension. C'est voilà, une invitation à la lecture. Combien de pages il fait? Alors, celui-là, oui, alors je vois qu'on parle de Stephen Forrest, il a écrit un livre. D'ailleurs, ils en ont fait un en commun aussi. Jeff Green et Stephen Forrest, ils en ont fait un en commun. Alors, c'est peut-être… Il est traduit? Alors, oui, parce que le problème, c'est… Est-ce qu'il est traduit, celui de Stephen Forrest? Parce que là, il est en français. Alors, il fait 387 pages. Ah oui, il y a de quoi s'occuper. Ah oui, oui. On s'ennuie Oui, pas. oui, oui. Ah oui, là, on en a pour 2 ou 3 ans à le lire, là. Ben, je crois qu'on l'a tout le temps sur sa table de chevet, si on veut. Oui. C'est un livre qu'on vend bien. Ça me fait penser, vous savez, à alors, dans un autre domaine, mais de Dan Rudyard, l'astrologie de la personnalité. C'est un livre qu'on quitte jamais, parce qu'on le lit un peu, et on a toujours plaisir à le redécouvrir, parce qu'on forcément, on évolue, on change. Il y a beaucoup de références, beaucoup de repères dans le bouquin. Ah, voilà, Là, on est sur une réflexion quand même, et c'est vrai que cette réflexion, elle peut faire écho selon certaines périodes que l'on traverse. Exactement. Merci pour l'information. Bien, bien, bien. Et donc, on va terminer. Nous avons, voilà, le journal d'une astrologue. C'est une nouveauté qui est sortie aussi en février 2023. Donc, on connaît les éditions Rouge Graphique, mais là, Elisabeth Ferté a pris sa casquette d'astrologue. Et puis, elle nous décrit un livre qui fait l'actualité, mais qui peut être aussi un outil pour comprendre ce que l'on vit actuellement, pour faire une étude des thèmes, pour un transit. Donc, bien sûr, elle a fait un texte sur, en astrologie chinoise, où elle parle de l'année du lièvre. Et puis, bien sûr, elle parle de Saturne en Poisson, qui est rentré en mars 2023. Mais elle fait du personnel et elle fait du collectif, elle fait du social. Voilà, elle balaye, je dirais, dans ses présentations, que ce soit astrologie chinoise, Saturne en Poisson, Pluton en Verseau. Elle nous parle du mythe de Perséphone avec Vénus conjoint Pluton. Vraiment, c'est accessible, c'est illustré. Ça donne envie et puis aussi ça dédramatise un petit peu. C'est vraiment, je dirais, on est dans quelque chose de clair, de facile. Alors, elle parle, pour répondre à la question, elle parle de l'année du lièvre d'eau en astrologie chinoise. Et moi, elle parle aussi bien sûr de Jupiter qui est actuellement en Bélier. Le 17 mai, Jupiter va passer en Taureau. Et je voulais vous avancer un petit peu dans le temps et puis vous lire un petit passage de Jupiter en Taureau. Le passage de Jupiter en Taureau est un coup de pouce à la concrétisation d'une idée, d'une initiative ou d'une invention. Il favorise les avancées technologiques. C'est d'ailleurs le retour en force des mathématiques, le calcul, la géométrie, l'arithmétique sont remis à l'honneur. Une première étape avant d'élargir l'intérêt général pour les sciences lorsque Jupiter passera en Gémeaux. C'est aussi l'émergence d'une nouvelle génération d'informaticiens, de programmateurs et de codeurs. On se passionne pour les énigmes, le langage crypté et la chasse au trésor. Voilà pour vous donner un petit peu le timbre du livre. Donc, il fait 15 € et vraiment, je dirais, il est vraiment… Et puis, vous avez les transits parce que je sais que, de nouveau, les éphémérides, c'est pas facile. Et à la fin,
elle vous met, je dirais, les éphémérides pour 2023, des planètes, des lunes, des lunes noires, des nœuds de Chiron, de Vesta. Donc, ça peut être aussi, pour moi, c'est un outil de travail. Voilà. Et y compris pour des personnes qui ne sont pas forcément avancées dans l'astrologie. Même Voilà. quand on a quelques Alors, il faut bases. un intérêt à l'astrologie, mais ça peut donner, voilà, elle mixe, je dirais, l'astrologie de façon utile, facile et agréable. Alors, Uranie, elle dit année du lièvre, lapin ou chat, suivant la région géographique. Alors, elle a mis un petit tableau. Moi, je vous dirais que dans la mesure où j'y connais rien en astrologie. Alors, elle a mis les dates des années lièvres. Donc, les années lièvre d'eau, c'est 1903, 1963, 2023. Non, mais c'est par rapport aux animaux. Oui, c'est l'année du lièvre, lapin ou chat, suivant la région géographique. Ça dépend. Ah oui, d'accord, Oui, ok. tu sais, mais, Elle parle pas, elle parle du lièvre. Hein. Voilà. Puis moi, il me semblait que c'était par rapport à l'année de naissance, pas forcément le lieu. Mais bon, 2023 je vais pas ramener ma Alors science parce qu'on a... l'astrologie chinoise, c'est pas mon domaine. C'est du chinois. Oui. Hein, donc, c'est des chinoiseries, comme, voilà. Voilà. comme nous avait dit Marie-Pierre Dillinger quand on l'avait rencontrée dernièrement. Voilà. Donc, c'est une impulsion. Une impulsion. Voilà. Est-ce que vous nous avez dit le prix? Je ne me souviens plus. 15 €. Oh, 15 €. C'est pas cher, hein, parce que je peux vous dire, avec le prix du papier qui a flambé, il y a certains livres qui prennent 4, 5, voire 10 €. Et quand ils sont plus édités, même en d'occasion, les prix flambent. Hein. D'autant qu'il y a, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais il y a une masse de travail derrière tout ça. Oui, tout ça, oui. Il y a de la recherche. Hein. Il y a de la recherche. De la recherche. Il est agréable à lire. Ok. Mais d'une manière générale, Rouge Graphique sort toujours des bons bouquins au niveau astrologie. Oui. Tout à fait. Voilà. Bien. Est-ce qu'on a fait le tour de la sélection du monde d'Uranie? On a fait le tour. La parole est au... Alors maintenant, avant de laisser la parole à Flavia, est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui souhaiteraient nous faire partager un coup de cœur, un coup de gueule sur un livre astrologique? Oui. Oui, non, Uranie, on va en parler après. Écoute, elle est pressée. Elle va parler, Flavia, elle va parler, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on l'a pas fait venir jusqu'ici pour qu'elle craque maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Elle va parler, va. Non. Bon. Alors, est-ce que je peux y aller? Attendez, visiblement, je vois que oralement, personne ne se manifeste, par écrit, je ne vois rien. Donc, voilà, hein, Flavia, je pense que vous allez pouvoir commencer. Parfait, merci beaucoup. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est une première, en tout cas, de présenter un livre comme ça devant cette audience et puis une librairie spécialisée d'astrologie, même si j'ai déjà fait des fois des débats ou des zooms avec d'autres astrologues. Donc, je vais me présenter brièvement. Je suis astrologue depuis de très, très longues années. J'espère que vous m'entendez bien, là, d'ailleurs. Très bien, très bien. C'est bon? Ok, parfait. L'histoire est assez amusante d'ailleurs parce qu'en fait, j'avais commencé avec des petits livres de André Barbeau quand j'étais adolescente, que j'avais piqué à ma mère et puis j'ai un petit peu regardé différentes choses comme ça. Puis après, j'ai pas mal travaillé en autodidacte, j'ai pris des cours et ensuite, ce qui est assez amusant que je voulais rappeler ce soir, c'est que j'ai été éditée une première fois chez le même éditeur il y a 20 ans, même 21, 22 ans, quelque chose comme ça. Enfin, le temps que le livre paraisse. Et puis en fait, ce monsieur qui est François Sorlot est aujourd'hui en train de plus ou moins transmettre la maison d'édition, qui est une maison familiale, à ses filles. Donc, c'est une jolie histoire comme ça d'éditeur familial. Et puis, avec ce lien que j'ai créé en fait avec les deux nouvelles éditrices.
Alors voilà, et puis ce que je trouvais rigolo aussi quand j'ai écouté un peu la présentation des autres livres aujourd'hui, qui va m'amener peut-être au sujet du jour, qui est donc de parler de la Lune, c'est que j'ai constaté qu'il y avait des petits clins d'œil du destin, hein, parce on a une auteure qui s'appelle Printemps. On avait un autre, le deuxième, l'auteur du livre avec la très belle couverture bleue de l'histoire de l'astrologie, qui est Bélier apparemment. Et puis, moi-même qui suis également bélier. Donc, on a 3 béliers, en fait, enfin, en tout cas, quelqu'un qui a un nom qui évoque le printemps, donc le début de l'année zodiacale, qui est en fait la période actuelle où d'ailleurs on se trouve le soleil en ce moment, parce que le soleil est en bélier. Et puis, jusqu'à présent, on a toujours, en fait, quand on parle d'astrologie, en fait, celle qui est aussi vulgarisée dans le grand public, est souvent une astrologie qui est liée au soleil, hein. Parce que quand on dit je suis scorpion, ça veut dire qu'on a le soleil, qu'on est né dans la période de l'année où le soleil traversait ce signe. Et puis, en fait, moi, mon idée, c'était, on voit quand même qu'on commence en fait, à rétablir un peu la balance et à reparler de la Lune, qui est le deuxième, en fait, on dit que c'est un luminaire, hein, mais ce n'est pas une planète, mais en fait, on le compte quand même parmi les planètes, et c'est la plus importante aussi avec le Soleil. On regarde le Soleil, la Lune et l'ascendant, à mon avis, pour commencer. Ensuite, on va toujours plus loin dans un thème ou dans une interprétation. Donc, la Lune avait besoin qu'on la remette un petit peu en lumière. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle symbolise, hein. La Lune n'émet pas de lumière, elle reflète celle du Soleil. Et c'est ça qu'il y a pour moi de fascinant. Autre clin d'œil, c'est que la personne qui a écrit un livre sur Pluton, eh bien aujourd'hui on présente cette conférence a lieu, alors que si vous avez regardé dans les éphémérides, la Lune se trouve aujourd'hui dans le signe du Scorpion, qui est donc sous la maîtrise de Pluton. Et donc après, on pourrait faire un jeu, en fait. C'est d'ailleurs la thématique un peu que je développe dans la première partie de mon livre, entre cette relation entre le Soleil et la Lune. J'ai parlé avant du Soleil qui est en Bélier, qu'on a vu qui est aussi très présent dans la discussion de ce soir, avec une Lune qui est en Scorpion aujourd'hui. Donc voilà un petit peu, ça c'est ce que j'ai voulu démontrer dans la première partie du livre, qui est en fait organisé en 3 parties. Pourquoi il est en 3 parties? Parce que j'ai essayé de parler à peu près à tous les publics. Alors, je me suis dit que j'ai abordé des thématiques qui sont quand même assez pointues, mais qui sont plutôt dans la dernière partie, parce que j'ai été moi-même fascinée par une théorie qui est celle du rythme, en fait, des phases de lune qui vont se suivre et s'organiser dans le temps, et qui nous donne une lecture de certains épisodes de notre vie qui est très complexe si on va loin, mais qui en même temps pourrait être compréhensible d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas si compliquée que ça. Mais pour en revenir en fait à cette structure en fait en 3 parties, au début, donc l'entrée en matière, c'est de parler du cycle synodique. Qu'est-ce que c'est que le cycle synodique? Eh bien, c'est ce qu'on voit à peu près tous les mois, hein. C'est la relation qui part d'une nouvelle lune, de la rencontre, en fait, de l'alignement, comme on dit, entre le Soleil et la Lune, et qui va se développer jusqu'à la prochaine nouvelle lune, et qui passera par la phase pleine lune, qu'on a vécu d'ailleurs cette semaine, le 6 avril. Donc, dans la partie du mois qui correspond à peu près à 14 jours et des poussières, on a la lune qui est en croissance. On arrive à la phase pleine lune, et ensuite la lune va décroître et elle arrivera à la prochaine nouvelle lune. Donc, il y a tout un programme qui va se dessiner sur ce mois synodique, et qui d'ailleurs explique aussi pourquoi on a des calendriers aujourd'hui, et déjà pourquoi dans le temps d'autres civilisations ont choisi un calendrier qui s'organise un peu, qui s'ordonne comme ça. Donc la Lune, à la fois, elle est fascinante parce qu'on la voit dans le ciel, elle est vraiment, je pense que, enfin, on la voit quand elle est en croissant, quand elle est en quart, en quartier, quand elle est pleine, c'est vraiment l'astre le plus visible. Et par rapport au Soleil, ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle change de forme. Elle change de forme, donc ça, c'est très intriguant d'ailleurs. Et elle le change aussi parce que, en fait, elle a une symbolique, en fait, d'être considérée comme la Lune. On dit toujours qu'elle est pendant le Soleil. Le Soleil, c'est le masculin, et la Lune, c'est le féminin. Donc, elle change, elle représente un peu nos émotions, quelque chose qui va varier comme ça, qu'on ne comprend pas toujours. Et c'est ce qu'elle décrit, en fait, de notre caractère.
Donc voilà aussi une des raisons pour lesquelles la Lune m'a fascinée, parce qu'elle s'attache en fait finalement à notre monde intérieur. Le Soleil représente une réalisation, et la Lune, c'est ce qu'on ressent, c'est nos émotions, nos besoins, etc. Donc, ces émotions et ces besoins ou cette manière de vivre notre principe lunaire va changer non seulement en fonction du signe dans lequel va se trouver la Lune. Rappelons qu'elle change à peu près tous les 2 jours et demi de signe, donc c'est très rapide. Et puis, j'entends des bruits derrière. Je ne sais pas si quelqu'un aurait des questions. Enfin, autrement, sinon, elle va aussi changer en fonction des phases de lune. Il y en a 8. Et c'est peut-être un des sujets qui est un petit peu moins connu aussi encore, mais qui avait été mis en avant à l'époque par Dane Rudhyar, qui était un des premiers à s'être intéressé avec le cycle de la lunaison, qui est un ouvrage que j'aime beaucoup, qui était aussi qui a fait partie de ceux que j'ai consultés quand j'ai écrit ça, mais qui est quand même assez, pas technique, mais il est vraiment un peu structuré comme quelque chose qui a été écrit finalement quand même dans les années, il a commencé à l'écrire dans les années 40, oui, je vois que vous l'avez ici. Mais il est toujours demandé, Flavia. Je comprends, hein, moi je l'ai. Toujours demandé. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et puis donc, il aborde d'ailleurs aussi cette symbolique en disant la personne, donc il y a 8 typologies de personnalité en fonction, en fait, de votre jour de naissance, qui va, en fait, si on regarde dans les éphémérides, on va trouver qu'à votre jour de naissance, la Lune était dans un signe et elle était aussi dans une certaine phase de Lune. Et ça va décrire un des côtés de votre caractère qui est important. Mais un des sujets qu'aborde pas Dane Rudhyar, c'est en fait cette combinaison entre le signe et la phase lunaire, et puis qui peut se lire en fait comme une histoire qui concernerait les 12 signes, et chaque fois avec en fait 8 chapitres. Donc on fait 12 fois 8, on arrive en fait à 98 portraits lunaires, ce qui fait quand même une grande personnalisation en fait de la description. Donc moi, je l'ai fait dans la première partie avec des résumés assez courts, mais on aurait pu en fait développer ça en faisant, je sais pas, 3 pages par phase de lune combinée par signe, et puis on arrivait à faire un livre entier. Et puis, bon, moi, j'ai pris le parti plutôt de faire un peu, d'éveiller la curiosité des gens, mais il est toujours possible d'aller plus loin et peut-être de faire travailler son imagination, ou ceux qui connaissent, qui ont l'habitude de trouver des sources astrologiques, d'aller puiser un peu dans les symboliques des signes, et puis de se dire, bah, tiens, les phases lunaires, ça veut dire ça et ça et ça, eh bien, je vais faire ma petite cuisine personnelle. Voilà. Ensuite, enfin, bon, la deuxième partie de mon livre, je vais aller assez rapidement dessus parce que c'est quelque chose qu'on voit plus, ou en tout cas qui est plus peut-être un peu documenté ou, je sais pas, utilisé sur les réseaux sociaux. C'est on retient en fait 2 phases de lune qui sont principales, c'est la nouvelle lune et la pleine lune. La nouvelle lune, ça représente en fait le moment, tout ce qui se passe un peu, qui peut être attaché à une nouvelle lune, représente la naissance d'un événement. Et puis, le moment de la pleine lune représente le moment de l'objectivation de son… Parce que, en fait, c'est de nouveau une histoire de symbolique. Hein, la lune, elle est pleine, c'est l'éclairage maximum. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on arrive à la phase pleine lune, ça veut dire que l'événement, on aura à peu près toutes les données pour ça. Alors, il ne s'agit pas forcément de choses très importantes, hein, mais il s'agit de petites choses qu'on peut voir comme ça se construire sur un mois, avec la phase croissante qui va aller jusqu'à la pleine lune, où on va avoir ce moment de se dire « Ah, mais tiens, mais là, oui, là, j'y fais juste », enfin, c'est cette espèce de moment un peu eureka moment. Ou alors, bah non, bah il faut que là, je vois que je ne suis pas juste. Et puis après, on arrive à, en fait, le moment du mois, les 14 derniers jours et des poussières, où on va être en énergie décroissante et où on va être dans une autre, disons, un autre rythme d'énergie. Et ça peut être utile, effectivement, pour conduire des projets. Si on est adepte d'une astrologie que moi, j'aime beaucoup, qui est l'astrologie évolutive, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la prédiction, mais on est en fait dans l'espèce de connaissance des énergies du moment et de sa propre personnalité, et puis d'arriver en fait à ajuster ça le mieux possible. Donc voilà, et puis la dernière partie du livre, j'espère que je ne suis pas trop longue, mais là je parle d'une théorie qui a été en fait mise en avant par une astrologue américaine qui a fait un travail de dingue, ouais, et qui n'est pas traduit en français, qui est vraiment quelque chose sur lequel je me suis plongée, mais ça a été vraiment un gros travail de fond. Et puis, je me suis dit, mais cette théorie est incroyable, elle est extraordinaire. Donc, on a eu un contact, je lui ai parlé. On trouve d'ailleurs des conférences qu'elle a données sur Internet. C'est une personne tout à fait charmante,
qui a une longue expérience d'astrologue, donc qui a peut-être une approche américaine dans sa manière de voir les choses. Et donc là, je vais faire très court pour résumer cette théorie qu'elle a développée, hein, qu'elle a testée parce qu'elle a visiblement fait beaucoup de consultations. Pour elle, en fait, il y a, dans ces 8 phases de lune, on en retient 4. Mais en fait, en allant très précisément sur, de nouveau, cette combinaison lune-signe et puis phase de lune, ensuite, en allant encore plus loin, en regardant sur quel degré elle tombe, donc vous savez que chaque signe a 30 degrés, on va arriver à retrouver 9 mois après dans le temps la phase de lune suivante, mais qui aura la même, en fait, qui coïncidera pareillement, qui sera dans le même signe, qui aura la même phase et qui sera plus ou moins dans les mêmes degrés. Donc ça peut, effectivement, il y a une petite variation de 3-4 degrés parfois. Mais après, on arrive à faire une famille de 4 lunes, de 4 phases de lune hein, plutôt, qui vont avoir un lien ensemble et qui fait que d'après elle, et je l'ai testé en fait moi en faisant un peu, en regardant des événements que j'ai vécus, on peut voir aussi avec un événement historique que j'ai cité dans le livre, on voit des corrélations et on voit une histoire qui s'écrit dans le temps, qui commence au moment de la nouvelle lune et qui va se terminer à peu près 3 ans après parce que c'est séparé par intervalle de 9 mois chaque fois. Et elle appelle ça d'ailleurs le cycle de gestation lunaire parce qu'elle fait référence au fait que on porte comme un enfant, on porte un projet entre chaque phase de 9 mois. Et avec toujours cette manière de faire croître un projet et ensuite d'arriver jusqu'à la fin de l'histoire, qui est d'ailleurs pas forcément une fin de l'histoire tout court, mais ça, je vais garder encore le secret là-dessus. Ouais, voilà donc en fait ce que je pouvais vous dire en très résumé de ce livre sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec beaucoup de passion. Et puis je me suis dit que la Lune était finalement quelque chose qu'on croit très facile, qui a des fois été un peu minimisé par certains astrologues, surtout au niveau des transits, parce que les gens se disaient ouais mais elle passe tellement vite que finalement elle sert à rien, alors qu'en fait c'est elle souvent qui actualise ou qui déclenche des événements, d'après moi. Donc voilà. Merci Flavia, merci beaucoup. Ça a l'air. Alors, j'ai eu l'occasion moi de lire. Vous avez fait un article dans la Gazette justement sur le sujet, qui était super intéressant, qui donne envie, hein, qui donne envie. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le nom de cette astrologue américaine? Alors, elle s'appelle Dietrich Pessin. Le nom de famille est assez facile à trouver, Pessin. Autrement, le prénom s'écrit D-I-E-T-R-E-C-H, Dietrich Pessin. Et elle a écrit, en fait, je crois qu'elle a pas énormément d'ouvrages, mais elle est vraiment, c'est vraiment du haut niveau, je trouve. D'ailleurs, votre couverture est vivante. On a Merci. Oui. Elle bouge, ça bouge. C'est vrai qu'elle a du succès. Et, elle est très agréable. Merci. C'est une belle couverture. Oui, merci beaucoup. En tout cas, le jeu de la Lune, c'est un jeu sérieux. Oui. C'est ça. En fait, parce que je cherchais un peu l'idée du rythme, parce que c'est en fait une partition musicale, et puis c'est nous qui avons la possibilité d'entrer ou pas dans son jeu, parce qu'elle va continuer son rythme, qui est éternel, je veux dire, nouvelle lune, pleine lune, etc. Et puis soit on essaye de comprendre, d'entrer là-dedans, et puis on l'utilise, ou pas, enfin on l'utilise dans le bon sens du terme, ou alors il y a des choses qui se passent peut-être à notre insu des fois. Moi, je trouve ça très intéressant, cette notion de grand cycle, si j'ose dire, parce que souvent, on s'arrête sur la Lune, qui est évidemment facile à étudier parce qu'elle est rapide, oui, ça permet, mais justement, là, on met le focus arrière, quoi, et ça permet, je trouve qu'on voit la Lune sous un autre angle, en fait, sous un autre éclairage. Et là, ça devient vraiment intéressant, cette notion de grand cycle, parce que tout n'est pas… Voilà, non, on pourrait dire que la Lune, d'une certaine façon, elle est malicieuse, quand même. Et puis, parce que vous savez, il y a tout ce jeu où on dit qu'elle est en C, donc elle décroît, ou elle est en D quand elle croît. En tout cas, dans l'hémisphère nord, parce que ça change quand on voit ça dans l'hémisphère sud. Mais cela dit en passant, elle connaît les mêmes phases. Si on est dans l'hémisphère sud, elle va aussi avoir la croître, mais simplement on la verra, alors là, elle croîtra en C. C'est tout. Et puis, à l'équateur, elle sera un peu en forme de U, elle sera un peu comme si elle était couchée. Donc, en fait, c'est assez marrant parce qu'on arrive, si on commence à observer aussi dans le ciel, ce que j'aime assez, c'est que c'est très concret parce que
Moi, ça m'arrive des fois, maintenant encore, je sais où elle est à peu près, mais je veux dire dans quel signe. Mais tout d'un coup, je lève les yeux dans le ciel, puis je me dis, tiens, elle se lève à cette heure-là, parce que ça va changer tous les soirs, hein. Vous avez tous remarqué aussi, si on se lève tôt le matin, en fin de cycle, on s'aperçoit qu'elle va se coucher, parce qu'en fait, elle fait comme le soleil, elle se lève à l'est et elle se couche à l'ouest. Mais comme elle change d'heure, et puis on voit mieux après ce jeu avec le soleil. Et puis, bon, il y a un truc qui peut troubler aussi, on se dit, mais nouvelle lune, c'est quand même bizarre, ça commence au moment où le ciel est noir, donc c'est un peu presque contre-intuitif. Mais en fait, je me suis dit, c'est en fait le moment où comme la lune n'est pas là, c'est presque ce moment-là où vous voyez mieux le ciel. Donc, l'un dans l'autre, ça ferait peut-être un peu sens de se dire que c'est à ce moment-là que ça commence. Et la nouvelle lune, c'est quand même une conjonction. C'est ça, ouais. Et comme tout commence toujours, enfin, c'est aussi parce que la lune, en fait, c'est un peu, on pourrait dire que cette relation entre la lune et le soleil, c'est la mère de tous les cycles, quoi. Parce on peut faire le même. Moi, je trouve que c'est très. J'adore les cycles. Je trouve qu'on pourrait avoir la même lecture d'ailleurs avec toutes les planètes, hein, mais par exemple aussi sur Vénus, la relation qui commence avec la conjonction de le soleil. Bon, après, quand on tombe sur Mercure et Vénus, les planètes intérieures, il y a des rétrogradations, donc c'est encore autre chose et tout aussi fascinant. La Lune, évidemment, c'est la seule à ne pas avoir de rétrogradation pour des principes assez évidents en astronomie. Mais en fait, c'est vrai que quand on commence à s'intéresser au cycle, c'est fascinant, je trouve. Et puis, ce qui vaut la peine de faire aussi, c'est peut-être, alors tout bêtement, même si on n'est pas astrologue, c'est quand même assez facile de savoir plus ou moins dans quelle phase de lune on est, hein. On peut regarder soit sur les éphémérides, soit on regarde dans le ciel. Et après, on regarde dans sa propre existence pour essayer de voir comment on vit ça. C'est intéressant. Ou de voir quand il y a des événements importants qui nous arrivent, même les noter sur un coin d'un agenda, puis après, plus tard, d'y revenir. Puis ça permet d'avancer comme ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. Nous, on a fait l'exercice, Flavia. Ah, je serais On a poussé la intéressée de savoir les résultats. Et justement, là, comme on est en train de vivre des événements quand même familiaux importants, on les a notés parce que on avait un rendez-vous hier à la pleine lune. Donc, on a commencé l'exercice et puis on se rendra compte en allant comment, voilà. Oui. Ça, oui. Mhm. Voilà, il y a un intérêt vraiment. Je me réjouis d'avoir le suivi. Il est agréable, votre livre. Il est Merci. agréable. Oui. Il est, J'essayais il y a d'écrire de la manière technique, assez mais pas simple et trop, pas voilà. trop technique. Et pas trop technique. Oui. Et ce qui est bien, c'est que vous mettez les 8 phases. Parce que c'est vrai que nous, quand il y a des livres sur la Lune, c'est rare qu'on parle des 8 phases. Tandis que là, ce qu'on a aimé, c'est que d'emblée, vous mettez les 8 phases. Oui, parce qu'il faut aussi comprendre aussi, bon, que pour moi, même si par exemple la phase du premier quartier ou du dernier quartier, il y a toujours ce côté, on appelle ça une phase de crise. Mais il faut comprendre ça au sens grec du terme, quoi. C'est une opportunité aussi. Pour moi, il n'y a pas de phase négative. Il ne faut pas qu'on se dise, bah tiens, je suis née sous une phase de merde, en gros. Toutes les phases de lune sont intéressantes, comme tous les signes du zodiaque. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il y a des défauts, des qualités, et voilà, quoi. Et comme vous l'expliquez, après, c'est la deuxième partie, vous expliquez les nouvelles lunes et pleines lunes. On peut aller voir dans son thème, hein, dans quelle phase on est né, et puis pour voir quelle impulsion aussi au niveau émotionnel on est. Oui. Puis on sait un peu, alors soit on a des connaissances plus ou moins de base, puis on se dit, tiens, c'est le mois où il y a la pleine lune, je ne sais pas, aussi la prochaine nouvelle lune qui sera quand même en bélier, bon, c'est la deuxième du mois qui aura lieu en bélier. Mais c'est vrai que probablement, si on est bélier, on sera peut-être plus impacté quand il y a une pleine lune ou une nouvelle lune dans le signe, ou si on a des amas planétaires, ou si on a un ascendant. Après, quand on connaît son thème, on peut aller plus loin. Moi, je dirais, on peut lire votre livre, même si on ne fait pas d'astrologie. Je crois, ça me fait plaisir parce que c'était le but, en fait. Oui. Ouais. Avec le petit tableau au début que j'ai mis pour qu'on repère. Alors qu'il y a bien expliqué, ça donne. C'est clair, c'est explicite. Vous avez mis aussi, il y a une photo avec de la lune. Et puis tout à l'heure, on a vu un message passer où il y a une personne disait qu'il y avait de la douceur dans votre couverture. Oui. C'est bien parce que c'est aussi un des symboles de la Lune. Hein. Je crois on a l'impression d'être enveloppé. Et on retrouve cette douceur dans l'écriture. Le côté un peu cocon. Oui, c'est ça. Merci. En tout cas. Oui.
Par contre, avec le jeu de la Lune, on pourrait croire aussi que, parce qu'aujourd'hui, l'astrologie, on le découvre aussi beaucoup avec des coffrets. Des tarots ou quelque chose comme ça, ou un Voilà, oracle, on c'est pourrait vrai. croire que parce qu'il y a des jeux maintenant qui se développent sur le cycle de la Lune, Oui, on nous pose la question, est-ce que c'est un jeu? Et on dit non, c'est Oui. un livre. Souvent. Avec l'effet d'optique en plus, c'est vrai qu'on a l'impression que ça pourrait être un coffret. mais l'un dans l'autre, hein, je me dis, mais bon, après, ce serait complètement autre chose, mais ce serait pas complètement tordu de faire quelque chose comme ça, un tarot, vous voyez, pas un tarot, mais plutôt un oracle. Un jeu un plutôt, jeu, pour garder un le jeu. titre. Un jeu dynamique qui met en Mhm. mouvement et puis qui se termine jamais. C'est ça, ouais. parce que la Un Lune, es- c'est… un espèce de calendrier lunaire perpétuel. Voilà, tout c'est à ça. fait. Oui. Puis Mais c'est vrai qu'il y a aussi la possibilité, d'ailleurs, je pense qu'on pourrait très bien aussi imaginer de le faire par année civile. Alors après, on est obligé de se caler parce que, vu les habitudes, nous, on commence une nouvelle année en janvier, mais on pourrait très bien imaginer un calendrier, enfin, voilà, oui, un agenda ou un calendrier qui ait un focus sur la Lune ou sur les phases lunaires et puis de l'utiliser comme un agenda. Ce serait intéressant parce qu'on pourrait faire facilement ce mix d'événements personnels et puis il suffirait d'avoir à côté les petits pictos avec les symboliques de la Lune et puis voilà, tout est joué. Puis il est abordable, 18 €, c'est abordable. Oui, oui. Un livre d'astrologie, je dirais, on est dans Tout à quelque fait. chose, dans une Alors, moyenne. il y a peut-être des personnes qui souhaitaient se le procurer, j'imagine, hein, pour les personnes qui ne l'ont pas déjà. Donc, voilà, déjà, vous pouvez aller sur le site planetavenue.com, hein, Flavia, Oui. donc, si le mail aussi. Alors voilà, soit il y a mon éditeur le vend en ligne, en plus bien sûr en librairie. Et puis, si certains veulent me contacter, c'est volontiers, soit pour des questions sur des positions ou des phases de lune ou pour savoir comment se le procurer, ça serait avec grand plaisir, quoi. Et les Vous avez personnes ces sur coordonnées. l'île, nous, on le vend à Lille. Il est à Lille. D'accord. Oui. Voilà. Ça me ferait plaisir de venir une fois si je viens à Lille. Ça me ferait plaisir de voir comment est votre librairie. Ah, parce que ce sera avec plaisir de vous accueillir, Flavia. Il n'y a pas de souci. Et de discuter autour de la Lune. Oui, par exemple. Oui. Ah oui, ce sera avec grand plaisir. D'ailleurs, nous, on a un mur avec des étoiles et il y a la Lune. Ouais. C'est, Non, c'est vrai que la Lune, en plus de ça, on peut la prendre sous ses faces. Elle est, pas Exactement. forcément ses phases, mais ses faces, elle est belle aussi. À Oui. illustrer, C'est c'est vrai. Oui, très ce ludique. sera avec grand plaisir. Oui. La carte du ciel qui est là à l'écran, c'est la vôtre, Flavia? C'est mon thème de naissance. Oui, je me suis dit que je le mettais, je prenais le risque. Il y a Donc on a comme tout à l'heure, Marc disait, ascendant Sagittaire, on a Oui, une il y roue avait du voyageuse Sagittaire, là. ouais. Ou alors, on pourrait dire que mon Jupiter, il n'est pas trop mal non plus quand même. Donc, Oui, il est oui. à la maison 9, donc ça, je veux dire, C'est ça. Oui, oui. Et puis en plus, il a une belle conjonction lune aussi. Hein. Oui, C'est avec pas la par Lune. hasard si la lune est mise en valeur. Hein. les gens le disent. Hein, il Oui, fait c'est son vrai. rôle d'amplificateur, c'est clair. Hein. Oui, oui, Et oui. oui. Et puis Mais comme vous voyez, c'est une lune concrète. C'est une lune taureau, donc C'est Lune Taureau, oui, oui, on ne exactement. reste pas seulement dans les sphères un peu Oui, et puis inatteignables, quoi. elle y est bien en Taureau, hein. Elle est exaltée, Je trouve, oui, elle est à l'aise. elle y est bien. Elle Elle s'y nourrit, sent pas mal. elle vous nourrit et elle nourrit. C'est ça, oui. et avec quand même deux conjonctions triples, quoi, je veux dire. Hein. Ouais. Il y a quand même un Soleil encadré par Vénus-Mercure et un Uranus encadré par Mars et Pluton. Donc, comme dirait l'autre, il y a du potentiel, quoi. Hein. Surtout que Mars, effectivement, elle met du Bélier, qui est le signe solaire, etc. Oui, C'était une année où on a eu une longue station de Mars en Vierge, Gémeaux. comme on sort maintenant d'une longue station de Mars en Gémeaux. Donc, des Mars mercuriens, Oui, mercurisés. oui. Mais c'est vrai Et qu'elle avec elle est assez explosive, cette grosse conjonction qui était face à Saturne, mais elle est générationnelle. Hein, mais c'est rigolo parce que ça montre. Alors, par rapport aux interventions qu'on a vues avant, je serais intéressée d'avoir ce livre
c'était quelle personne qui disait qu'effectivement, ou le quatrième, celui sur les prévisions de 2023, parce que je n'aurais pas nécessairement associé Jupiter, alors même pas du tout à de l'informatique. Pour moi, c'était plutôt l'informatique, je le vois assez en lien avec le signe de la Vierge. Ah oui. Ouais. Donc, je serais intéressée de voir comment on en arrive à là. C'était le livre d'Elisabeth Ferté. J'en profite pour dire que tous les livres qui ont été présentés ce soir, la sélection, vous pouvez la retrouver sur le site du Monde d'Uranie qui met à disposition la sélection des livres qui sont proposés avec, évidemment, je suppose, un lien pour pouvoir se les procurer. Il n'y a pas de souci. Je fais ça tout à l'heure après la présentation. Voilà. Merci Donc, beaucoup quand je dis pour ces échanges. voilà. Eh ben, merci de ce moment de partage autour des livres et de l'astrologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais couper l'enregistrement. Merci. On se donne rendez-vous donc le vendredi 9 juin. Et là, c'est Elisabeth Cariot qui nous présentera son dernier ouvrage, en plus de la sélection habituelle du Monde d'Uranie. Voilà, donc J'espère venir. Merci en tout cas beaucoup de m'avoir invité. Merci ce beaucoup, soir. C'était un Flavia. plaisir. Au revoir. Et au Merci. plaisir de vous accueillir. Merci. Au revoir. au revoir. Au Bonne revoir soirée, à tout le belle Pâques. monde. Bonne soirée Bonne et bon soirée week-end. et bonne fête de Pâques à tous.